Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, débat, chroniques, reportages et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat. Et vous connaissez la promesse de l'émission, vous donner des clés de compréhension des mutations de notre société et vous emmener tous les jours au cœur de l'actualité avec en premier titre Sébastien Lecornu qui a réuni son gouvernement pour la première fois aujourd'hui à Matignon. Mais passera-t-il la semaine? Cette menace pèsera-t-elle vite sur le Premier ministre puisque le Rassemblement national et la France insoumise ont déjà déposé leur motion de censure? Qui les votera? Une éventuelle suspension de la réforme des retraites peut-elle être acceptée par les députés LR, les Républicains et par les députés Horizon? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, la fin de plus de 2 années de cauchemar pour les derniers otages israéliens du Hamas. C'est tellement émouvant et bouleversant que cela se réalise enfin, que ce pourquoi nous nous battons depuis plus de 2 ans aboutisse enfin. Nos otages rentrent à la maison. Mais nous n'allons pas nous arrêter, nous continuerons à venir ici jusqu'à récupérer le dernier otage décédé. Après 738 jours de détention, de torture physique et mentale, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Israël. Mais est-ce vraiment une paix durable qui commence? Sur quoi peut déboucher le sommet qui se tient ce soir en Égypte? Ne ratez pas l'analyse de cette journée historique par nos experts. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Et n'hésitez pas à réagir en flashant ce QR code sur l'actualité au Proche-Orient, évidemment, mais aussi sur cette semaine à haut risque pour Sébastien Lecornu, le Parti socialiste et la réforme des retraites sont au cœur du jeu politique. Hugo Lemonnier. L'avenir du gouvernement repose entre leurs mains. Les socialistes pourraient se retrouver en position de faiseurs de roi. Si le reste de la gauche, le RN et ses alliés votaient la censure, il manquerait 24 voix pour faire chuter Sébastien Lecornu. Alors, depuis ce matin, pression maximale sur les députés PS. Mélenchon prend le vote des socialistes pour acquis. Je pense que ce gouvernement est une comédie, qu'il va évidemment tomber, puisque il n'y a aucune possibilité de suspension des retraites avec les gens qui sont là-dedans. Pourquoi et donc les socialistes voteront la censure comme nous et comme la majorité de l'Assemblée. Depuis Sharm el-Sheikh en Égypte, le président de la République appelle les oppositions à faire preuve de responsabilité. On a tous nos compatriotes qui pensent à leur quotidien, à l'éducation de leurs enfants, à leur santé, à la sécurité, à leur pouvoir d'achat, le fait que leur travail paye. C'est ça le devoir du gouvernement et le devoir de l'Assemblée qui a été élue il y a à peine plus d'1 an, largement par toutes les Françaises et les Français. Et donc le devoir de tous, c'est d'œuvrer à la stabilité. C'est pas de faire des paris sur l'instabilité. Chez LR, on craint un chantage à la censure de la part du PS. Réponse de la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Laurence Rossignol. Si chantage il y a, c'est celui qui consiste à dire aux socialistes ne censurez pas, ne revendiquez rien, votez pour la stabilité d'une équipe politique qui organise de l'instabilité depuis des mois et des mois. C'est ça le chantage. Les socialistes pourraient déposer leur propre motion de censure dès mardi si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Et donc la question qui est la question ce soir, mais sans doute aussi pour les prochaines heures, pour les prochains jours, Sébastien Lecornu va-t-il sacrifier la réforme des retraites? On en débat tout de suite avec Catherine Fieschi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, chercheuse associée au Centre Robert Schuman de l'Institut universitaire européen de Florence. Christelle Craplet, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes directrice opinion chez Ipsos BVA. Richard Verlier, bonsoir Richard. Bonsoir bienvenue, Thomas. Correspondant France-Europe pour le média suisse Blick. Et Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir Thomas. Constitutionnaliste et éditorialiste pour Sens Public. Alors, j'ai retenu dans les propos de Sébastien Lecornu, qui a reçu ses ministres à Matignon, il veut un gouvernement de personnalités libres. Est-ce que, Catherine Fieschi, c'est la première image qui vous vient? Est-ce que, quand vous regardez ces 34 ministres qui ont été nommés, vous dites personnalité libre? C'est très difficile de parler de personnalité libre lorsque tout le monde a quand même l'impression que Macron continue à avoir la main mise sur le gouvernement. Alors, il y a quelques personnalités qui sont inconnues du grand public, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Maintenant, la notion de liberté, à mon avis, en ce moment, vu les différents blocages, aussi bien ceux des partis politiques que les lignes rouges d'Emmanuel Macron, je crois que c'est une liberté toute relative. Oui, effectivement, et on va en débattre
débattre tout au long de ces 45 minutes, parce qu'effectivement, on se dit, entre les lignes rouges des uns, la pression mise par le président de la République, la faiblesse, il le reconnaît lui-même, du Premier ministre, sa liberté, ça va peut-être être de démissionner une deuxième fois, on verra bien dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Elle avait quand même, si on regarde la cote de popularité de Sébastien Lebranchu, légèrement remontée, après notamment son intervention télé, Christelle, ça a peut-être joué dans le choix d'Emmanuel Macron de le laisser ou de le reconduire à Matignon, qui sait, il reste quand même majoritairement impopulaire, c'est ce qu'on peut dire, ça monte mais c'est impopulaire. Oui, c'est exactement ça. Alors il partait d'assez bas dans le sens où il était en fait très peu connu des Français, donc il y avait une opinion qui n'était pas très cristallisée. Là, il a eu l'occasion un petit peu de se faire connaître. Son côté moine soldat, j'y vais, je fais le sale boulot même si c'est compliqué, ça peut avoir un certain écho dans l'opinion, mais globalement ça ne va pas profondément changer les lignes. Oui, on va regarder les chiffres ensemble. Il y a une progression d'opinion favorable de 11 points, c'est ça, mais il y a aussi une progression d'opinion négative. Oui, parce qu'en fait, avant, les gens ne se prononçaient pas. C'est ça. Donc maintenant, ils se prononcent plus dans les deux sens. Donc voilà, ça joue un petit peu en positif pour les raisons que j'expliquais, mais ça reste assez mauvais et la majorité des Français continuent d'avoir une mauvaise opinion, on va dire, de lui, pas forcément que de lui, mais de ce gouvernement en général et par répercussion, bien sûr, d'Emmanuel Macron. Richard, vous signez pour Blick un papier sur la formation de ce gouvernement. J'ai retenu, notamment, vous dites c'est un peu un gouvernement négociateur en quelque sorte, c'est ça? Écoutez, je me suis surtout basé sur le profil de Jean-Pierre Farandou, l'ancien patron de la SNCF, qui a fait vraiment de la négociation la marque de son passage à la tête de cette entreprise. Je crois aussi que la nouvelle ministre de l'écologie, qui était à la tête du WWF, elle va représenter la France à la COP30, elle a participé à des négociations internationales. Donc, ce sont incontestablement des gens, pour ceux que je connais, Laurent Nunez, on peut dire qu'à sa manière, il a été plutôt dans le profil préfet de police, un préfet de police négociateur par rapport à d'autres qui étaient plutôt des cogneurs, si je peux me permettre. Son prédécesseur notamment. Voilà. Donc, ça, oui, ça peut donner une méthode. Mais moi, le terme libre, vu avec un peu de recul européen, il m'inquiète parce que comment vous pouvez être libre quand vous avez des impératifs budgétaires aussi contraignants que ceux de la France? Ça veut dire quoi, la liberté? Alors peut-être une liberté de méthode, une liberté par rapport à Emmanuel Macron, mais la réalité des faits, c'est les chiffres. Et les chiffres, on les connaît. Alors vous avez les 44 milliards d'euros demandés par François Bayrou, alors est-ce qu'on les oublie complètement? On a l'impression que plus personne n'en parle. Oui, mais pourtant c'est bel et bien l'épure qui va arriver à l'Assemblée nationale, puisque ce budget est très largement celui qui avait façonné les services pour François Bayrou. Donc ce concept de liberté, je pense qu'il est faux. Parce que si vous êtes honnête, et je ne doute pas que le Premier ministre le soit, eh bien, vous n'êtes pas libre par rapport aux chiffres. Il y a une réalité que vous devez affronter. D'ailleurs, je viens vers vous, Charène, mais un mot, Catherine Ceschi, sur le regard de nos voisins sur cette situation politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous qui êtes en prise avec un certain nombre d'universitaires ou d'observateurs européens. Tout à fait. Je crois qu'ils sont pas terriblement surpris, puisque depuis 2024, ils s'attendent un petit peu à tout. Mais là où ils ne comprennent pas, c'est-à-dire que la plupart de nos voisins se focalisent quand même sur cette patate chaude qui est devenue la réforme des retraites, et ne comprennent pas comment les Français peuvent... les Français, leurs représentants, certains de leurs représentants peuvent s'arc-bouter contre une réforme que d'autres pays ont mis en place avec succès. Ils ne sont pas revenus dessus, ni en Grèce, ni en Italie, par exemple, ni en Espagne. Et la France semble être incapable d'avaler cette réforme. Et pour eux, il y a une véritable question qui est... Mais est-ce que vraiment la France est donc incapable de mettre en place les réformes importantes qu'elle doit mettre en place? Est-ce que ça ne crée pas non seulement des risques européens, mais est-ce que ça ne renvoie pas une image de la France un petit peu, non seulement un petit peu abîmée dans ses capacités, mais aussi à laquelle finalement on ne peut pas faire confiance, parce qu'on revient sur nos engagements, on revient sur nos propos, que ce soit parce qu'on revient sur des engagements comme par exemple la réforme des retraites, ou qu'on serait forcé de revenir sur des engagements parce que nous n'avons plus les moyens d'y faire face.
Moi, justement, il y a une réflexion que je pense qu'il faut qu'on pose dès maintenant. C'est la question de la liberté du gouvernement est une fable constitutionnelle. Il faut le dire, un gouvernement n'est pas payé pour être libre. Bien au contraire, le principe ce qu'on pourrait appeler le principe du gouvernement représentatif suivant Bernard Manin, eh bien, c'est l'idée que le gouvernement réponde à des ordres politiques et c'est même pour ça qu'on fait des élections. Donc, si aujourd'hui on n'a plus ce dogme-là et qu'on se dit les gouvernements sont libres, ça veut dire qu'on n'a plus de colonne vertébrale. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron découle Emmanuel Macron, là, ça voudra dire beaucoup de notre capacité à nous réformer. Et je pense aussi que c'est cette fameuse liberté qui nous amène à ne pas pouvoir conclure au gouvernement technique. Je l'entends beaucoup depuis hier soir. Ça y est, nous avons enfin le gouvernement technique. Pas du tout. Un gouvernement technique en Italie, c'est celui qui répond à des ordres, précisément, des ordres qui viennent unanimement de la base parlementaire. C'est-à-dire, nous sommes en urgence et nous voulons poser telle et telle et telle question sur la table. Et ensuite, c'est à vous de faire le sale boulot. Même pas cette unanimité sur les solutions ne nous amène aujourd'hui à constituer ce gouvernement. Un mot là-dessus, peut-être, Christelle Craplet, parce qu'effectivement, il y a une majorité des Français, sondage après sondage, et puis on l'a vu pendant la réforme, avec aussi également l'intersyndicale, les manifestants, etc., qui sont hostiles à cette réforme des retraites. Mais sur la parole politique, sur ce revirement incarné par Elisabeth Borne, il y a quand même une incompréhension, une perte de repères. Comment vous l'analysez, ça? Oui, il y a une perte de repères. Je pense que ça contribue aussi à accroître en fait le discrédit global de la classe politique. Là, le spectacle qui est donné, à faire qu'une partie des Français en fait se réfugie, même plus dans la colère, mais dans une forme d'indifférence assez inquiétante d'un point de vue démocratique. Et puis, ce qui est problématique, c'est que finalement, ceux qui étaient très hostiles à la réforme des retraites, peut-être qu'ils y trouveront une forme de satisfaction sans du tout non plus y apporter du crédit au gouvernement. Mais là où c'est plus compliqué, c'est qu'au sein même de son propre électorat, finalement, Emmanuel Macron et le gouvernement jettent un peu l'incompréhension. Et c'est eux-mêmes qui finalement se disent, là au moins il y avait une réforme qui était faite, là on ne comprend plus. Et c'est là où on ajoute de l'instabilité à l'instabilité, puisqu'on en vient même à fragiliser ce qui restait de socle un peu commun dans l'opinion. Donc tout ça, effectivement, n'est pas très positif d'un point de vue démocratique. Par effet de ricochet, mais ça on en parlera un peu plus tard, on verra l'impact que ça peut avoir également au sein de la famille politique LR, peut-être aussi chez Horizon, ça sera l'un de nos chapitres. Mais je voudrais écouter, il y a évidemment beaucoup de réactions. On a choisi celle du président du Rassemblement national qui était sur TF1 ce matin. Il pointe, lui, Jordan Bardella, c'est assez facile pour le Rassemblement national de surfer sur la période, évidemment, Catherine Fieschi, mais sauver Emmanuel Macron ou quand même sauver le budget? Si on essaye quand même de se dire que ce gouvernement est là avec un objectif un peu plus solide. Je crois que, effectivement, sauver le budget. Je ne pense pas que le but de ce gouvernement, je ne pense pas que le but de ces personnes qui constituent le gouvernement soit individuellement de sauver Emmanuel Macron. Maintenant, je pense qu'effectivement, le but, c'est d'essayer de sauver le budget. Je rebondirai sur ce que disait Jordan Bardella. Il pointe ce qu'il appelle l'incohérence de ce gouvernement. Mais ce gouvernement n'est pas fondamentalement incohérent en lui-même. Le processus par lequel on y est arrivé, ça, je ne dis pas. Mais le gouvernement lui-même n'est pas fondamentalement incohérent. L'incohérence, elle vient des partis politiques, des déchirements à l'intérieur de LR, des hésitations au sein du Parti socialiste, des contradictions de Jean-Luc Mélenchon qui s'attend à ce que tous les socialistes votent la censure alors qu'il n'en était absolument pas question hier ou avant-hier. Donc, je pense que l'incohérence, elle est au sein des partis politiques et non pas au sein du gouvernement. Avec un calendrier qui va évidemment s'accélérer, là, pour le gouvernement Le Cornu, on y jette un coup d'œil. Demain, 10h, premier conseil des ministres, présentation d'un projet de budget. Ensuite, 15h, discours de politique générale. Et puis, alors on n'est pas totalement sûr des options. C'est soit mercredi en fin d'après-midi, soit jeudi 16, le vote d'une ou des motions de censure. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en réunissant pour la première fois, d'ailleurs, à Matignon, symboliquement, ça se passait à Matignon, ces ministres, Sébastien Lecornu les a remerciés. Écoutez-le pour les risques qu'ils prennent. Merci d'avoir accepté de rentrer au gouvernement de la République dans un moment qui, on le sait, est difficile et au fond, dont notre seul objectif et seule mission est évidemment de surpasser, de dépasser cette crise politique dans laquelle nous nous trouvons. Et je mesure chaque risque que vous avez pris parce que vous êtes issus parfois de la société civile.
Et donc vous quittez parfois des situations peut-être plus confortables, en tout cas plus douces, pour venir servir votre pays, parce que vous êtes parlementaire et que vous avez décidé de rentrer librement au gouvernement de votre pays pour servir nos concitoyennes et nos concitoyens. Donc tout cela, évidemment, je voulais vous en remercier. Et malgré ces risques donc de censure assumés, exprimés par Sébastien Lecornu, Anne-Charlène, vous dites que ce gouvernement Lecornu 2 pourrait être finalement le plus stable de la séquence politique. Et oui, j'ai décidé de voir le verre à moitié plein. Okay. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'il y a une forme d'unanimisme ambiant qui me rappelle les fins de 4e République, qui font que la peur de la dissolution peut parfois amener à des alliances très baroques pour arriver à ce sacro-saint totem de la stabilité institutionnelle. Alors voici quelques exemples de pourquoi ça pourrait tenir. La gauche a assez bien joué l'histoire de la responsabilisation. On voit bien, nous n'avons pas appuyé sur le bouton de la motion de censure. Nous allons proposer, arracher même, c'est le terme qui revient souvent, des évolutions sociales pour les Français. La droite est en situation de mort cérébrale, un peu comme d'habitude dans son histoire. C'est à cause des légitimistes et des orléanistes qu'on a eu la République pendant 75 ans sous la 3e. Et donc, en fait, c'est un peu le comte de Chambord qui nous a amenés à Gambetta. Eh bien, c'est Bruno Retailleau qui nous amènera peut-être à la suspension de la réforme des retraites. Mieux vaut parfois une popularité contre son camp que pas du tout. Alors, le centre, il est fracturé, mais Sébastien Lecornu essaye la présidentialisation qui pourrait à nous tous nous faire beaucoup de bien et on va voir si ça prend. Les périodes d'urgence aussi. Je crois que ça peut aider puisque c'est souvent la réconciliation Potemkin. Le principe du libéralisme de l'économie en 83, c'est avec la chute du franc. Ensuite, on a aussi le gouvernement de défense républicaine de Waldeck-Rousseau qui lui vient après l'affaire Dreyfus. Donc on arrive à se mettre d'accord quand on se sent très en danger et ça, je pense que ça pourrait arriver à nous coaliser. Mais au fond, on en terminerait par une conclusion tout à fait nette. C'est Emmanuel Macron qui avait raison. Oui, il y a un socle commun. Oui, la dissolution est absolument formidable puisqu'elle nous a amenés au grand dépassement. Et oui, le PS est sorti du nouveau Front populaire. Vous avez passé un bon week-end pour voir le verre à ce point à moitié plein. Bon, est-ce que vous en êtes si sûr que cela ? Alors justement, non. Il y a des mais. Oui. Notamment, un mais qu'on a un peu sous-estimé, c'est le renoncement à l'article 49, alinéa 3. Si ça se maintient, ça voudra dire des heures et des heures de discussion, d'amendements et de sous-amendements, notamment parce que la gauche est plus que jamais sur le pont. Abaissement du taux de CSG, taxe Zuckman, tout est permis dans les limites de l'article 40 de notre Constitution et ils sont particulièrement musclés ces derniers temps. Le temps n'est pas illimité, on l'a bien compris, plus on va se rapprocher d'un budget qui courrait en janvier, en février ou en mars, plus on se rapproche des municipales et justement je pense que c'est la pire période aussi pour constituer un gouvernement même d'union nationale. On a perdu le bureau de l'Assemblée nationale, on n'a plus de CMP, bref, les choses sont en train de s'éroder. CMP, commission mixte paritaire, je le rappelle, même si nos téléspectateurs nous suivent. On est dans la chambre sénatoriale, donc commission mixte paritaire où le Sénat pèsera évidemment de toute sa majorité gaulo-centriste. Donc en conclusion, moi je vous dirais que pour le moment, on se dit il vaut mieux ne rien faire pour régler la crise, alors que paradoxalement, c'est dans cette période de crise peut-être que nous avons besoin le plus que jamais de politique et de faire beaucoup. Et donc j'ai l'impression que nous sommes dans une forme de paradoxe de la démocratie bloquée et que nous sommes un peu en train de danser au bord de l'abîme. Dansons au bord de l'abîme. Je vais vous poser un peu la même question à tous les trois. Est-ce que vous voyez Sébastien Lecornu échapper à la censure cette semaine ? Richard Verly, je commence avec vous. Plutôt oui, je dirais, je serais plus affirmatif, comme vous j'imagine, quand j'aurais entendu son discours de politique générale. Pourquoi ? Parce que, bon, bien évidemment, il va donner les orientations, mais parce qu'aujourd'hui, ce dont les socialistes ont besoin pour ne pas aller à la censure, c'est des mots. Ça ne pourra d'ailleurs pas être autre chose que des mots, puisqu'ensuite le débat parlementaire va s'engager, etc. Donc le mot suspension, réforme des retraites. Suspension, mais plus. Il demande le pouvoir d'achat, les mesures pour le pouvoir d'achat et la volonté d'imposer les patrimoines les plus importants. Ça, quand même, il faudra les trois éléments, je pense, dans le discours. Et ils feront justement attention à ne pas être seulement le parti qui se focalise sur la suspension de la réforme des retraites, en partie pour les raisons que vous évoquiez, c'est que ça les fait paraître un peu anachroniques quand même au niveau européen. Donc moi, je parierais plutôt que Sébastien Lecornu va y arriver, parce que s'il y a une chose qu'il a réussi, c'est à utiliser les bons mots depuis le début de cette crise. À chaque fois qu'il a pris des paroles publiques, là on vient encore de le voir, cet accent d'humilité, remerciement, et donc je pense que la rhétorique
est habile de son côté, elle est totalement démacronienne, pour reprendre l'expression de Jarlène, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'affirmation de grandes évidences, on est dans la volonté de prendre en compte la réalité, et je crois qu'à l'aune de cette semaine, oui, ça peut marcher. Oui, parce qu'effectivement, on va compter en semaines. Votre avis, Christelle Cappel, et peut-être aussi le symbole, il ne faut pas non plus trop en donner, mais de cette réunion à Matignon, on est avec un Premier ministre qui essaye quand même un peu de s'émanciper du chef de l'État. Il y a cette dimension-là aussi. Oui, effectivement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il peut un peu capitaliser sur son image d'homme qui n'a pas d'objectif derrière en termes de présidentiel et fait le travail. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les mots et les symboles, je pense qu'effectivement c'est important, même aussi pour les Français. Alors autant le sujet de la réforme des retraites est effectivement un peu compliqué, autant s'il insiste sur le pouvoir d'achat ou la taxation des patrimoines les plus élevés, c'est nous dans les enquêtes ce qui est largement plébiscité. Et le pouvoir d'achat reste, on l'a encore vu dans notre enquête de ce week-end, la principale préoccupation des Français. Donc il y a peut-être moyen aussi pour les députés socialistes d'insister sur ces aspects-là qui font écho dans l'opinion et qui lui permettront peut-être, mais bon, rien n'est moins sûr quand même, de moins passer la semaine. De tenir quelques jours à minima. À votre avis, Catherine Fieschi, et peut-être aussi, je reprends ce que nous rappelait Anne-Charlène sur l'engagement pris par Sébastien Lecornu de ne pas utiliser l'article 49.3. Alors il y a d'autres outils institutionnels, mais quand même, ça nous promet des débats. Quand on connaît la foire d'empoigne de l'Assemblée nationale depuis plus d'un an. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que moi je suis d'accord. J'ai passé aussi un très bon week-end, donc je vais voir le verre à moitié plein aussi. Oui. Je suis d'accord. Moi je pense que Sébastien Lecornu pourrait tout à fait échapper à la censure cette semaine, et même à moins des 3 éléments, je dirais, selon comment il évoque la suspension de la réforme des retraites. Je pense que ce serait quand même difficile pour les socialistes de censurer un gouvernement qui, finalement, qui leur donnerait gain de cause, en quelque sorte. Mais je pense que, véritablement, le danger, il vient après. Il vient dans ces débats. On sait qu'on a jusqu'à 70 jours pour débattre ensuite sans le 49.3. 70 jours de débat dans l'Assemblée nationale que nous avons, ça risque d'être extrêmement dangereux. 40 à l'Assemblée en plus. Hein, c'est 40 à l'Assemblée et ensuite il y a le Sénat. À l'Assemblée nationale, c'est encore. Effectivement, c'est 70 en tout. Donc 40 à l'Assemblée nationale, moi il me semble que c'est là que tous les dangers le guettent et que nous risquons d'aller vers des ordonnances qui seront très difficiles à obtenir puisque n'auront pas le Parlement derrière. Il n'y aura pas le Parlement derrière lui. Alors moi j'ai passé également un bon week-end, mais je verrai plutôt le verre à moitié vide et je vais vous expliquer pourquoi. On va en parler dans un instant, notamment du côté des LR, mais peut-être un mot justement de la force de blocage que ça peut donner quand on connaît le fonctionnement de l'Assemblée nationale en termes de dépôt d'amendements, etc., des forces plutôt extrêmes, que ce soit LFI ou le RN, pour bloquer le processus autour de l'examen du budget. Ça peut arriver, ça. Alors il y a 2 choses. D'abord, c'est que la Ve République est très familière de l'obstruction. Ça serait le premier temps. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie qu'un délai de 40 jours devienne injouable, vous déposez 2000 amendements par jour et ça devient impossible à gérer. En revanche, il y a un deuxième point, c'est que même sans jouer l'obstruction et en essayant simplement de jouer une partition de gauche, les groupes de gauche peuvent arriver à faire ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire le budget de Michel Barnier, où dans la première lecture à l'Assemblée nationale, on avait le sentiment que le groupe de gauche n'avait pas compris qu'ils n'avaient pas la majorité à l'Assemblée et où ils essayaient d'amender. Et sur des séances de nuit où on vote le budget à 5 députés, eh bien parfois ça passe. Donc, faut être tout cela tous les soirs et toutes les nuits pour être sûr de contrôler complètement la tenue de ce délai. Je rajoute évidemment que si nous dépassons le délai, il y a cette possibilité des ordonnances, même si, à mon avis, il va falloir bien relire l'article 47, alinéa 3. Alors, Sébastien Lecornu, il avait demandé à ses ministres de ne pas médiatiser les passations de pouvoir. Bon, ça n'a pas empêché Bruno Retailleau d'organiser une conférence de presse pour marquer son départ du ministère de l'Intérieur. On écoute le président des Républicains. J'ai décidé, il y a un peu plus de 12 mois, d'entrer au gouvernement. Je l'ai fait pour servir mon pays. Je l'ai fait librement. Et aujourd'hui, c'est tout aussi librement que je quitte notre ministère, mais je continuerai à servir notre pays, notre nation, notre peuple, tout aussi librement.
mais autrement. Et j'accueille Stéphane Duguet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Bienvenue, c'est le retour d'un titre à la Audiard, du rififi chez les LR, la crise est ouverte. Oui, parce que dans le casting gouvernemental, eh bien, il y a 6 ministres issus des Républicains, 5 députés, un sénateur, 6 ministres LR, donc, sauf que le bureau politique du parti avait décidé l'exact inverse. Samedi, la direction de LR tranche une ligne, un soutien texte par texte au gouvernement Le Cornu 2, mais pas de participation dans ce gouvernement parce que la confiance et les conditions ne sont pas réunies. Voilà ce qui était écrit dans le communiqué. Et on l'a bien compris, au sein du parti LR, tout le monde n'est pas d'accord. Oui, il y a 2 lignes qui s'affrontent. L'une qui est très majoritaire, celle de Bruno Retailleau et des sénateurs LR. Ils se sont largement prononcés samedi contre la participation au gouvernement. Et oui, si je me mélange les pinceaux, c'est parce qu'il y a eu un changement de braquet, parce que la même majorité se prononçait il y a une semaine pour faire partie de l'équipe gouvernementale. Alors, l'autre ligne qui est minoritaire, celle-là, c'est celle des députés, soutenue par Laurent Wauquiez, le rival de Bruno Retailleau au sein du parti. Les députés, eux, préfèrent un maintien de LR au gouvernement. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils veulent éviter une nouvelle dissolution et le risque de perdre leur siège. Il y a donc 2 lignes, et même si celle des députés est minoritaire, j'interrogeais un cadre LR à ce sujet, et il me disait que ce sont eux qui sont élus au suffrage universel, ce sont eux qui affrontent la colère des électeurs, et donc que leur voix aurait dû être un petit peu plus prise en compte. Effectivement, et donc on l'a bien compris, position officielle du parti LR, mais 6 ministres qui ont choisi d'accepter la proposition de Sébastien Lecornu. Voilà, et ce sont des aventures personnelles, nous dit un responsable du parti. Sous-entendu, chacun y va pour défendre son propre intérêt, ça ne représente pas les Républicains, mais ces nominations, elles ont quand même mis très en colère le maire LR de Cannes, David Lisnard. C'était ce matin sur Europe 1 et CNews. Des défroqués ne font pas la doctrine officielle, quoi. Aujourd'hui, ils rejettent un fait majoritaire, et je me réjouis de l'évolution qu'il y a eu au sein de LR, qui a consisté enfin à dire qu'il ne fallait pas participer à ce gouvernement, ne pas être la rustine du Titanic. Et donc, moi, j'attends des réactions fermes. Bon, ces réactions fermes, ce sera des sanctions, et il y en aura puisque la réponse du parti ne s'est pas faite attendre. Dès que le communiqué de la composition du gouvernement est tombé hier soir, le parti a communiqué. Les membres de LR qui ont accepté d'entrer au gouvernement ne peuvent plus se réclamer de LR, voilà qui est très clair. Toutes leurs fonctions au sein des instances du parti sont suspendues. Ça concerne donc Annie Genevard, qui est restée ministre de l'Agriculture et qui était jusqu'ici présidente de la commission d'investiture LR pour les élections. Mais ça concerne aussi le sénateur Philippe Tabarot, ministre des Transports. Une autre question concerne Rachida Dati, qui est restée ministre de la Culture. Je rappelle qu'elle avait reçu l'investiture des Républicains pour les municipales à Paris. Alors, va-t-elle pouvoir rester candidate LR à la mairie de Paris ? Pour le moment, la direction du parti ne s'est pas exprimée officiellement là-dessus. En tout cas, pour ces 6 ministres, les sanctions devraient intervenir dès la semaine prochaine. Après une consultation des militants, il y aura un bureau politique et celui-ci devrait acter l'exclusion de ces ministres LR du parti. Merci beaucoup Stéphane. Alors, on va revenir ensemble sur les conséquences de cette scission interne sur l'avenir de Sébastien Lecornu. Mais peut-être un mot d'abord, Christelle Craplet, sur le crédit quand même depuis un an, Bruno Retailleau notamment, mais les LR avec lui avaient regagné du crédit dans l'opinion. Est-ce qu'ils sont en train de le perdre en partie ? Alors Bruno Retailleau, en tout cas, lui est en train un petit peu de le perdre. On le voit, il perd quand même des points dans l'opinion, y compris auprès des sympathisants LR. On va dire qu'il avait une séquence un peu parfaite jusque-là, avec cette émergence dans l'opinion, cette progression très forte et réussir à se maintenir à haut niveau. Il était identifié. Voilà, ça maintenant c'est un peu terminé. Ça jette quand même un peu un voile d'incompréhension, on va dire, sur la stratégie des LR, qui n'est pas très positive pour l'avenir pour eux, même si voilà, tout peut encore changer. Mais c'est sûr que pour l'instant, la séquence leur est pas très favorable dans l'opinion. Alors, c'est quoi, Catherine Fessy ? C'est d'abord le bras de fer Retailleau-Wauquiez qui continue. On peut déjà décrire ça de l'intérieur. Oui, je pense qu'il y a ça. Il y a le bras de fer Assemblée nationale, Sénat, évidemment aussi. Et je pense un parti politique qui, malgré tout, a du mal, en fait, à se réinventer parce qu'il est pris en tenaille par le Rassemblement national d'un côté qui, quand même, lui taille des croupières à droite et un socle commun qu'il a, en fait, démantelé au cours de ces dernières années. Donc, il ne reste finalement pas de socle tellement identifié et identifiable. Les électeurs
pensé s'y retrouver un petit peu justement avec Bruno Retailleau, et voilà qu'il se comporte de façon un petit peu capricieuse, extrêmement personnelle. Je crois que les sympathisants LR doivent se demander quelle mouche l'a piqué, et puis ça a donné lieu quand même à une séquence assez désastreuse pour eux, et qui n'annonce pas grand-chose de bon pour les élections municipales et ou législatives, s'il y a des législatives anticipées. Et voire présidentielles aussi. Oui, j'essayais de ne pas avoir l'obsession présidentielle une fois sur ce plateau, mais vous avez raison. Anne-Charlène. C'est difficile de quitter un gouvernement dont on fait partie pour la présidentielle. Et je pense que Bruno Retailleau a complètement loupé en quelque sorte ce départ. On se disait partira pas à partir du mois de mars. Et finalement, il est parti le dimanche où il devait rester. Donc c'est vraiment très particulier. Il y a eu 3 cas sous la Ve République avec des contraste. En fait, il y a eu Jacques Chirac qui est parti en 76 en disant « je n'ai pas les moyens de ma politique en tant que Premier ministre ». Bon là, voilà, on jette le bébé avec l'eau du bain et il y a une forme de panache. Il y a Manuel Valls qui est parti trop tard, en 2014, en disant « bon, je quitte, mais je fais partie de la primaire, mais je ne sais pas si je suis pour, contre, etc. » Et Emmanuel Macron qui est parti en 2016. Donc finalement, il restera dans les annales de ceux qui ne savent pas quitter le pouvoir au bon moment pour savoir ensuite s'émanciper. Et je pense que c'est ça qui lui a le plus coûté, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait profiter de cette vague dont vous parliez à partir de l'élection à la présidence des LR en quittant le gouvernement à la fin de l'été, eh bien, évidemment, il n'aurait pas eu à vivre cette scission interne sur son nom. Oui, réaction de Pierre qui nous écrit depuis la ville de Nantes. Le parti, il parle des LR, dit soutenir sans participer, mais certains participent quand même. Ça veut dire quoi, ce soutien sans participation? Bravo pour ce sens de l'humour. Pierre, Richard Verly, je reviens quand même à ce qui est un peu le fil rouge de notre débat, la question de la réforme des retraites. Il y a quand même une... Je vous poserai la même question après, Christelle, c'est ne pas voter la censure contre un gouvernement Le Cornu qui suspendrait la réforme des retraites pour des députés LR. Je veux bien qu'ils aient peur de la dissolution, mais c'est un peu difficile à tenir, quoi. La droite, est-ce que la droite traditionnelle telle qu'on l'a dans les pays européens, c'est-à-dire une droite qui défend les comptes publics, qui défend le profit, qui défend l'économie, qui défend les entreprises, est-ce qu'elle existe encore en France ? Moi, il me semble qu'elle n'existe déjà presque plus. Il y a des personnalités, David Lisnard en fait partie, qui campent sur cette ligne, mais le reste de la droite, notamment Bruno Retailleau, a choisi de se positionner uniquement sur les sujets d'immigration et de sécurité. Sauf que la droite, c'est pas ça, si vous regardez en Europe. La droite, c'est par définition le camp conservateur, et notamment qui, lorsque les comptes publics dérivent, lorsque la situation économique du pays est problématique, et celle de la France est aujourd'hui un problème, eh bien, cette droite, elle défend un certain nombre de fondamentaux. Donc je pense que là, vous avez raison, Thomas, c'est-à-dire que s'ils acceptent, si cette droite est prête à accepter plus que le détricotage, la remise en cause, voire peut-être l'abandon, la suspension pendant 2 ans de cette réforme des retraites qui faisait partie de l'arsenal de crédibilité, quelque part, elle scie la branche sur laquelle elle est assise. On attend ça de la droite nationale populiste, on attend ça de la gauche, mais on n'attend pas ça de ce camp politique. Donc là, ils ont un énorme problème. Alors après, peuvent-ils aller à la censure? Le problème d'aller à la censure, ça veut dire derrière, vous le savez bien, aller à la dissolution. Et la dissolution, c'est plus que scier la branche, c'est scier l'arbre. Donc... pour l'instant, ils sont clairement en situation compliquée et Bruno Retailleau les a littéralement mis au bord de la falaise et il se pousse lui-même, Bruno Retailleau. Christelle Craplet, votre avis sur l'effet que pourrait avoir sur les électeurs ou les sympathisants LR, voilà, à la fois des ministres qui resteraient dans un gouvernement Le Cornu portant la suspension de la réforme des retraites ou de députés qui ne censureraient pas le même gouvernement? C'est un peu le problème de l'incohérence, parce que quand ils ont annoncé qu'aucun ne participait, il y avait une forme de cohérence. On va détricoter la réforme des retraites, personne ne participe. Bon, ils étaient droits dans leurs bottes. Or là, il y a quand même 6 ministres LR, donc là, c'est cette forme d'incohérence qui peut jeter effectivement une grande, qui peut susciter de l'incompréhension chez les sympathisants LR, clairement, qui peuvent s'interroger sur là où ils sont. Je rebondissais juste sur ce que vous disiez par rapport à effectivement le positionnement de Bruno Retailleau sur l'immigration. C'est vrai que quand même, ce qu'on voit, nous, dans les enquêtes auprès des sympathisants
sympathisants LR, c'est que oui, ils sont préoccupés par les questions économiques, mais l'immigration est devenue un sujet extrêmement fort, voire presque en première position, et c'est sans doute ce qui expliquait à l'époque, voilà, pourquoi il focalisait autant sur ces sujets-là. Mais il a Sauf un peu que oublié, sur ce sujet, c'est toujours la même histoire. le RN, les électeurs préfèrent l'original à la copie. Et c'était un peu le problème, et en oubliant certains fondamentaux, il jette un peu le discrédit un peu et il crée de l'incompréhension. Et ça rejoint cette question, je vous donne la parole tout de suite, Catherine Fieschi, mais de Karim qui nous écrit de Clamart. Le conflit interne chez LR risque-t-il de profiter au Rassemblement national lors des prochaines élections législatives? Catherine Fieschi, votre avis? Oui. Merci, au revoir. On passe à la question suivante. Non, je crois que ça risque. On voit bien dans les sondages que ça profite énormément déjà au Rassemblement national. On voit qu'ils sont donnés à 35-36%. Si l'on rajoute à ça les députés d'Éric Ciotti plus les votes pour Reconquête, on franchit largement la barre des 40%. Donc oui, ça profite à l'extrême droite et ça profite de toute évidence au parti du Rassemblement national. Maintenant, je pense qu'on voit quand même dans l'attitude des sondés et des électeurs, lorsqu'on leur tend un micro, c'est que le vent de dégagisme qui souffle, et c'est une tempête. Donc ça va profiter à Marine Le Pen, ou en tout cas à Jordan Bardella. Reste à voir si ça profitera aussi à LFI. Ça, je n'en suis pas si sûre. Ils ne sont pas si bien positionnés que cela. Je pense que ce que nous allons voir, c'est une abstention terrible. Mais là, vous parlez de la présidentielle, mais si je réfléchis d'ores et déjà, bon, disons qu'il n'y aura peut-être pas de législative, mais même les municipales, ce dégagisme dont vous parlez, il y a souvent une prime au sortant. Peut-être que la prime au sortant sera un peu moins forte que d'habitude. Alors, je vous vois douter, mais j'ouvre le débat. Votre avis, et ensuite je viens vers Anne-Charlène. Non, je pense que pas de dégagisme municipal, vous ne pensez pas? En général, il y a moins de dégagisme municipal, effectivement. Je pense que les gens qui sont sur le terrain tiennent un discours différent. Je pense qu'ils se sont donné la peine de bien montrer qu'eux étaient plus en faveur de compromis, qu'ils avaient moins de lignes rouges, qu'ils étaient en faveur de la négociation et de la stabilité. Et je crois que, donc, de ce point de vue-là, ils vont arriver, à mon avis, à limiter les dégâts. C'est plus pour la législative, ou une législative éventuelle qui me ferait peur. Je rejoins un dégagisme non, changement potentiellement, en effet, parce que c'est pas du tout la même vie politique que la vie politique locale. Néanmoins, je me dis qu'on oublie aussi peut-être quelqu'un qui a fait un tweet très messianique ces derniers jours, c'est Éric Ciotti, en disant finalement, eh bien c'est moi qui avais raison l'année dernière, étant donné que finalement ce parti UDR était formé par les transfuges du LR vers une RN compatibilité, et là finalement il a le sentiment de sortir victorieux. Donc sur ce genre d'alliage-là, par exemple, la municipale pourrait nous amener à quelques surprises. Mais sans ça, je ne crois pas que ce soit une vague de dégagisme. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que si vous êtes électeur LR, il y a un discours qu'on peut voir émerger, c'est-à-dire que l'avenir de la droite traditionnelle, l'avenir immédiat dans les prochaines années, c'est d'être la caution de sérieux de la droite dure. C'est ce qui se passe avec Mme Meloni en Italie. Le parti de Silvio Berlusconi est devenu, on lui a confié le ministère des Finances, on lui a confié le ministère des Affaires étrangères, et donc la droite traditionnelle, en plus elle a négocié de telle sorte que Mme Meloni a adopté le programme du patronat italien, en gros, et pour un électeur LR, sachant que les questions d'immigration et de sécurité très importantes seront peut-être, entre guillemets, mieux gérées par l'extrême droite, parce que de manière plus dure, eh bien, ça peut faire quelque chose d'attrayant à se dire, nous sommes les garants du sérieux d'une droite extrême qui va nous débarrasser des immigrés. Pardonnez-moi le raccourci. On va ouvrir un dernier chapitre consacré à Nicolas Sarkozy. La date d'incarcération de l'ancien président de la République est connue depuis quelques minutes, 21 octobre à la prison de la Santé. Mais quand même, un mot, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, Christelle, sur ce plateau, mais il y a une demande d'union des droites de la part d'une partie des électeurs ou des sympathisants des Républicains. Ils sont partagés sur le sujet, mais il y a une partie effectivement des sympathisants LR qui ne verraient pas d'un mauvais œil cette alliance. C'était tout le sens aussi des appels de Jordan Bardella à faire cette alliance, parce que certes le Rassemblement national a un peu le vent en poupe, il a des scores élevés dans les enquêtes, mais rien ne dit qu'en cas de dissolution
Constitution, il arriverait à avoir la majorité, parce que le mode de scrutin est ce qu'il est. En revanche, si effectivement les digues un peu sautent, qu'il manque quelques députés, là, effectivement, la donne pourrait être différente. Et on sent vraiment que c'est là-dessus qu'appuie Jordan Bardella et que ça peut parler à certains électeurs. En un mot, union ou coalition des droites, qu'est-ce qui est privilégié? C'est ça qui est intéressant. Effectivement, pour les sympathisants LR, ce scénario-là que vous décriviez peut parler. Alors, ils ne sont pas tous, voilà, mais ils ne sont pas tous comme ça. Ils sont très divisés, nos sympathisants LR, à l'image aussi un peu. Et leurs élus aussi. Voilà, ça s'exprime ici au Sénat. Une partie peut être sensible à et ça parle sans doute d'autant plus que la tête de liste d'extrême droite sera Jordan Bardella, jeune, il a besoin de soutien, il a besoin en quelque sorte de tuteurs, de gens sérieux. Ce sera plus compliqué avec Marine Le Pen, y compris pour des raisons historiques de rivalité entre le clan Le Pen et la droite. Allez, un tout dernier thème, comme promis, quelques minutes pour évoquer cette date, 21 octobre, ce sera donc la semaine prochaine, mardi prochain. Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé. Catherine Fieschi, il y a d'abord le symbole quand même. Oui, tout à fait. D'un président de la République qui va dormir en prison. Le président de la République qui va dormir en prison et je pense que l'atteinte à la fonction, en plus en des temps où la fonction présidentielle est quand même un petit peu remise en cause autour d'Emmanuel Macron, les appels à son départ anticipé. Donc je pense que tout cela amène de l'eau au moulin à ceux qui se posent la question en fait de la stabilité de cette institution présidentielle et si elle n'aurait pas fait si ce régime n'aurait pas fait un petit peu long feu. Vous l'intégrez finalement aux questions qu'on peut se poser sur la crise de régime. C'est-à-dire on est clairement en crise politique, mais peut-être qu'on est aussi en crise de régime. Oui. Vous intégrez, parce qu'on peut considérer, c'est l'aboutissement de procédures judiciaires qui sont d'ailleurs nombreuses. On n'est pas obligé d'en faire le lien avec une fragilisation de la Ve République. Vous voyez ce que vous dites? Oui, bien sûr. Et c'est tout cela, et ce n'est pas qu'une fragilisation de la Ve République, mais je pense que ce sont des symboles qui tendent à la fragiliser. Ouais. Voilà. Richard Verly, comment nos voisins européens, vous qui les scrutez quand même de près, reçoivent cette information? Parce qu'il y a vraiment deux lectures, on peut se dire. La justice française, finalement, elle fonctionne, elle est allée au bout d'un processus, et puis elle incarcère même un président de la République, ou alors c'est la République des juges, c'est etc., etc. Je vais vous dire, d'abord, moi, j'y croyais pas. Pourtant, je savais que ça allait se passer et qu'il y aurait des tensions, mais je pensais qu'au dernier moment, avec bracelet électronique ou autre, une formule pourrait être trouvée pour éviter l'incarcération, sachant que l'incarcération, rappelons-le, elle a pour but de prévenir la récidive, l'incarcération avec exécution immédiate, prévenir la récidive d'une part et prévenir la fuite d'autre part. Deux sujets, on peut quand même penser que Nicolas Sarkozy n'est pas dans ce cas-là. Côté européen, je crois que très franchement, Nicolas Sarkozy est maintenant présenté par la plupart des médias européens comme un président qui a couvert des choses. Alors, il y a une appréciation différente sur la peine, et notamment l'exécution immédiate, mais je crois sur la responsabilité de Nicolas Sarkozy. Regardez les grands titres de presse internationale. Personne ne reprend le refrain de son innocence qu'il répète avec beaucoup de ténacité, il faut dire, et avec une forme de courage. Je crois qu'il y a une zone d'ombre sur sa présidence qui demeurera maintenant, quoi qu'il arrive, et c'est donc une zone d'ombre sur la République pour ces 5 années-là, 2007-2012. Ouais. Et alors, on a un peu de recul maintenant par rapport au jugement, Christelle Craplet. Est-ce qu'il a été perçu comme trop sévère par une majorité de Français ou pas forcément ? Je pense que c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont considérer que la justice a fonctionné enfin et que justement c'est injusticiable comme un autre, alors qu'on accuse la justice souvent d'être un peu trop clémente avec les puissants. Mais il y a les autres aussi, c'est exactement les deux éléments que vous mentionnez. C'est assez partagé en fait. Dans l'opinion, qui eux vont considérer que finalement c'est partial, que la justice n'est pas indépendante, se venge. Et au final, cette décision qui aurait pu en fait renforcer l'image de la justice qui est quand même assez dégradée dans l'opinion, je ne suis pas sûre qu'elle y concourt en raison de ces divisions et de ces perceptions différentes selon sa sensibilité. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.